Dans la théorie, la machine est bien meilleure que l'être humain à identifier des éléments qui sortent dans la norme d'un grand volume d'éléments. Mais quand la pratique consiste à identifier des pièces défectueuses sur une chaîne de montage, d'un coup, la théorie devient beaucoup plus complexe. Mais alors, comment apprendre à la machine à voir les bonnes choses? Que faire quand la machine détecte autre chose? Et surtout, la théorie est-elle tout le temps vraie, sauf dans la pratique? Pour répondre à ces questions théoriques, je ne reçois pas Henry Ford, mais il s'y connaît. On travaille à la chaîne. Hugues, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Hugues, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Bien sûr, donc je suis Hugues Poiget, je suis Chief Technology Officer à Scortex, voilà, qui est une petite start-up qui travaille pour l'industrie. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous préciser un petit peu ce que vous faites chez Scortex? Ouais. Et du coup on pourra creuser après dans la techno. Ouais, alors moi j'aime bien rappeler un exemple assez simple de ce qu'on essaie de faire. Chaque pièce aujourd'hui qui est fabriquée sur une ligne de production, à la fin généralement il y a quelqu'un qui la prend, qui la regarde pour dire si elle est conforme ou non à un cahier des charges. Et nous on automatise cette partie-là. Voilà. Okay. Et on se concentre sur l'inspection visuelle, donc vraiment regarder la pièce et essayer de détecter tout ce qui paraît anormal pour sortir ou pas la pièce. Voilà, et donc c'est un remplacement complet de la validation humaine? Alors pas complet, parce que l'humain il a une valeur ajoutée sur la prise de recul, sur sa capacité à faire les choix. Dire qu'une pièce est bonne ou mauvaise, on va en parler, mais c'est subjectif. Donc on a besoin de l'humain pour positionner ce qui est bon de ce qui est pas bon. En revanche, l'humain il n'est pas très utile, ou en tout cas pas adapté à regarder des pièces pendant 8 heures sous des néons souvent blafards dans des salles où il fait froid. J'exagère un peu. Et j'imagine un rythme assez intense, parce que j'imagine que les pièces elles défilent. Les pièces défilent, d'ailleurs souvent ça peut être un problème, donc en bon Fordiste on peut mettre plusieurs personnes pour faire en parallèle l'inspection. On trouve plein de techniques super fortes dans l'industrie pour effectivement compenser notre inhabilité à manipuler des pièces à 3 à la seconde ou des choses comme ça. Donc on trouve des solutions, mais globalement l'humain n'est pas très bon pour faire ce boulot de manière répétitive et continuelle, quoi. Et du coup vos détections elle est purement visuelle, parce que parfois il y a aussi une notion de je sais pas, j'imagine peut-être de toucher, enfin tu sais, ouais, carrément. Moi j'ai vu beaucoup de reportages avec des chaînes de montage, parce que c'est mon côté geek, j'aime bien ce genre de trucs là, et tu vois que parfois il y a un moment où tu as quelqu'un qui a besoin de toucher une pièce ou toucher un truc pour voir si c'est enfin tu vois, donc et puis parfois le toucher, le visuel se complète, tu vois. On a travaillé pour des gens qui travaillent le cuir notamment dans le luxe, et parfois pour voir le défaut ils ont besoin de un petit peu tirer sur le cuir pour faire ressortir des piqûres, moustiques, des choses comme ça. Et donc tu as vraiment une complémentarité effectivement des différents sens, en l'occurrence du toucher et de l'œil. Ceci dit, on essaie avec les industriels de décomposer les contrôles qu'ils font. Ils ont quand même des capacités aussi d'automatiser un certain nombre des gestes qui sont faits par les opérateurs. Et donc on essaie d'avancer avec eux, nous sur la partie visuelle et eux sur la partie manipulation de la pièce. Ouais. Mais est-ce que du coup avec la qualité des outils de détection que vous arrivez à mettre en place, est-ce que vous arrivez à remplacer certaines manipulations humaines? Ouais. Par exemple, je donne un exemple assez simple. Les pièces qui sont, par exemple, d'intérieur automobile, généralement, elles sont en plastique peint un peu brillant. Les gens aimaient bien ça depuis un temps. Et typiquement, l'humain, pour l'inspecter, il va faire miroiter la pièce sous un néon, tu vois. Et ce mouvement qui a l'air de rien, en fait, tu as de l'appréhension de la part de l'humain sur la pièce, de l'appréhension qui fait qu'il n'abîme pas la pièce, qu'il a la bonne force. Derrière, il va la faire bouger par rapport à la position d'un éclairage qui n'a pas de raison d'être tout le temps au même endroit. Enfin, tu vois, il va vraiment être capable de s'ajuster en direct à toute la variabilité que tu as sur une ligne de production, même pas sur la pièce, mais juste, tu vois, de position relative des différents composants de ta ligne. Et ça, ouais, on a fait des automatisations de ça, ou en tout cas, on a trouvé des techniques. Typiquement, sur le miroitement, on est capable de faire un balayage avec une lumière de la pièce pour justement reproduire ce côté mouvement et s'assurer qu'on voit les défauts. D'ailleurs, on voit plus souvent la déformation autour du défaut et la déformation de la lumière que le défaut lui-même, mais qui est déjà en fait le critère utilisé par l'humain
pour détecter les défauts. Et du coup, vous arrivez à faire un système qui n'oblige pas à bouger la pièce, c'est ça? Alors, la pièce peut bouger. Typiquement, nous, le cas d'usage classique, c'est tu as déjà un convoyeur qui ramène les pièces jusqu'à l'opérateur qui fait le contrôle. Et nous, on vient se mettre entre l'opérateur et le convoyeur et on vient inspecter les pièces au moment où elles défilent devant. Okay. Voilà. Donc, on garde le mouvement. Il y a un grand principe dans l'industrie souvent qui est de travailler toujours en flux. Pour des problématiques de cadence, donc on essaie de se conformer à cette nécessité. Ouais, mais je voulais dire sur ce cas particulier du miroitement, enfin du reflet, du coup vous n'avez plus besoin, vous, de bouger la pièce? Du coup, tu remplaces effectivement le miroitement manuel par cet effet de balayage que tu as avec ta lumière. Et après, tu peux aussi complexifier les choses avec des séquences d'éclairage. T'éclaires avec différentes orientations. Tu reconstruis une image à partir de ces 4 d'éclairage. Et en fait, tu fais ressortir de l'information qui était difficilement obtenable avec une seule prise de vue, quoi. Quand on préparait cet épisode, tu m'as dit très vite qu'il y avait une théorie au début de ce Cortex qui était que c'est assez facile, ça doit être assez facile de demander à un ordinateur d'identifier les pièces défectueuses. Ouais. Et que dans la réalité, c'est pas du tout ça. Déjà, là, effectivement, à mesure de quelques exemples que tu as pu donner, on sent qu'il y a des complexités effectivement qui peuvent être assez intenses. De manière très haut niveau, j'ai envie de dire, moi, je vois 2 complexités, 2 types d'IA différentes. Il y a d'un côté la notion de computer vision, donc réussir à analyser ce qui est capté par une caméra ou un capteur en général. Et après, l'aspect détection des anomalies d'une pièce par rapport à d'autres. Ouais. Est-ce que c'est ces 2 grands métiers-là ou est-ce qu'il y en a d'autres que j'oublie au milieu? Je dirais, tu vois, d'un point de vue humain, l'opérateur, il a deux tâches quand il regarde une pièce. Il en a une qui consiste à juste faire un check-up un peu grossier. Est-ce que ma pièce est cassée en 2? Est-ce que ma pièce est jaune et pas noire? Enfin, tu vois, un truc qui vraiment saute aux yeux et qui ressort de l'anomalie. Nous, on aime bien parler d'anomalie detection. Et par contre, il va aussi avoir été formé pendant des semaines et des mois à détecter un petit scratch à un endroit donné où on sait que dans le produit final, ça réduit la durée de vie de la pièce à cause d'efforts mécaniques, etc. Et donc, il y a vraiment déjà ces 2 tâches qui sont faites par un humain. Et je dirais, en machine learning, on a eu souvent tendance à traiter les 2 séparément. Et aujourd'hui, on est un peu en train de combiner ces deux approches. Et ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc ça, c'est plutôt pour la première partie machine learning que tu as donnée. Et après, sur la partie dérive, elle est super difficile aussi. Mais elle est hyper excitante parce que c'est grâce à elle que tu vas tirer ta plus-value. En fait, dire qu'une pièce en soi est bonne, pas bonne, c'est rarement quelque chose de super important parce que ça concerne qu'une pièce. Alors que ta capacité à répéter cette opération et avoir de l'analyse sur des millions de pièces, c'est là que vraiment tu commences à avoir un impact intéressant, que ça soit un impact environnemental, un impact de coût, ce que tu veux, ce que tu voudras y trouver. Et effectivement, du coup, on ne pourrait pas s'arrêter à la première étape qui consiste à trier les pièces. On doit aussi aller regarder du côté de l'optimisation de la production au sens des millions de pièces qui sont fabriquées. Donc c'est-à-dire avoir une boucle rétroactive qui te permet d'améliorer la chaîne de montage pour qu'une erreur ne se représente plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu as 3 étapes. Tu as le tri de la pièce au départ, est-ce qu'elle est bonne, pas bonne. Ensuite, tu as faire remonter la donnée rapidement qui te permet de dire ah bah tiens, là je commence à avoir un taux de rebut qui dépasse les 10%, c'est pas normal. Donc d'être capable de réagir rapidement. La donnée que tu extrais, généralement, elle te permet aussi de cibler plus facilement la cause racine. Donc tu sais que par exemple si tu as tel type de défaut, c'est peut-être ta machine à laver en amont de tes pièces qui est mal réglée. Donc tu es capable d'intervenir rapidement. Et effectivement, on a une 3e étape qui est un peu le Graal pour nous. C'est comme en fait on déploie un produit physique sur la ligne, on a accès à la couche, ce qu'on appelle automatisme. On discute avec des ordinateurs qui s'appellent les PLC en fait, et qui nous permettent d'interagir avec les machines sur la ligne. Et donc on peut imaginer effectivement une boucle de rétroaction, et là tous les ingénieurs système apprécieront, mais où on peut mesurer la qualité, on peut détecter les causes racines et modifier les paramètres des machines automatiquement pour revenir dans une zone où la qualité est bonne. Oui, parce que du coup, effectivement, ce point que j'avais pas effectivement vu, c'est ce côté de pouvoir... Parce qu'un être humain qui valide... Parce que je sais pas, j'imagine si tu as une pièce qui passe toutes les 3 secondes... le mieux que tu puisses faire, c'est déjà prendre la bonne décision pour la pièce et l'acheter. Donc, et pour après se dire, ok, là, ça fait 12 fois que je vois une erreur, alors qu'hier, je l'ai vu que 9 fois. Il y a un problème qui est différent. Enfin, tu vois, ça, c'est clair que l'humain n'est pas capable de... Non, l'humain n'est pas trop capable de faire ça facilement. En tout cas, il ne va pas avoir une représentation statistique aussi fine que ce qu'on peut avoir dans l'automatisation. Puis, mine de rien, ça prend du temps de compter les défauts. Généralement aussi, tu as des aspects assez pratiques, mais tu vois, tu fais jamais un comptage exhaustif des défauts que tu as sur une pièce. C'est-à-dire, tu en vois un,
ok, tu considères déjà que la pièce n'est pas bonne. Donc, tu vois, tu peux louper des signaux qui commencent, tu vois, des dérives qui commencent de défauts, qui sont peut-être pas très graves au début. Ceux-là, tu peux les voir beaucoup plus facilement avec l'automatisation, là où l'humain n'a pas le temps matériellement de faire toutes ces tâches-là, quoi. Parce que du coup, ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est que l'humain peut avoir une notion d'une pièce qui est bonne, qui varie dans le temps. Parce qu'en fait... Et en fait, même toi et moi, on est tout le temps en train de se réinitialiser un petit peu. Ouais. C'est-à-dire qu'un humain qui va voir, par exemple, un humain sur une ligne de contrôle, qui va inspecter 100 pièces, si les 99 premières sont défectueuses, peut-être qu'il va aussi se poser la question de dire, mais en fait, c'est peut-être pas un défaut. Peut-être que ce qui caractérise un défaut, c'est quand je jette pas toute ma production. Et c'est assez raisonnable de penser ça. En fait, il y a toujours un compromis à avoir entre la qualité des pièces qu'on fabrique et la quantité produite. Il ne faut pas être pas d'un côté ni de l'autre en termes d'extrême. Tu n'as pas envie de tout jeter et tu as quand même envie d'envoyer de la qualité, quoi. Donc, et l'humain, il est constamment en train de se réinitialiser, de se reconfigurer. Et dans l'automatisation, on n'aime pas trop ça d'ailleurs. On aime bien que les choses soient un peu figées dans le temps. Et quand il s'agit de machine learning, on a un petit peu un problème parce que du coup, ça vient en contradiction avec ce qu'on appelle le drift de données. Ouais. C'est-à-dire que en fait, les données d'entrée, elles varient, elles évoluent un petit peu. Et donc, la pertinence du modèle qu'on a déployé, a priori, elle n'a pas de raison d'être garantie dans le temps. Parce que ça, du coup, c'est une contrainte du machine learning, c'est qu'en fait, à mesure que tu identifies des choses, en fait, ça s'ajoute à ton set d'analyse. Et donc, en fait, tu peux avoir des pièces qui... Au final, le machine learning peut changer d'avis aussi. Ouais, carrément. Et du coup, nous, un gros travail, c'est justement de travailler au maintien en condition opérationnelle de ces algorithmes. C'est-à-dire de s'assurer que l'opérateur ou le responsable de production, il a toutes les fonctionnalités classiques de son réajustement de qualité quand il passe à de l'automatisation. Tu vois, un exemple un peu bête, c'est quand tu as un client qui t'appelle et qui te dit bah là, tu m'as livré des pièces défectueuses, vraiment ça va pas du tout. Bah, le matin, il peut faire un briefing avec les opérateurs en leur disant bon là, il faut vraiment qu'on soit irréprochable sur ça, prenez un peu plus de temps, etc. Bah, mine de rien, ça, il y a besoin de le retrouver parce que la qualité en fait se pilote. Et si ces outils-là sont pas disponibles et que le modèle il est trop sûr de lui à dire c'est ça et pas autrement, il n'y a pas d'adoption de la part des utilisateurs. Donc ouais, il y a un gros effort de notre part sur ces fonctionnalités-là. Alors cette correction du drift, ça m'intéresse beaucoup. Je te raconte une petite histoire. Vas-y. Quand j'ai lancé ce podcast, je me suis dit que le meilleur moyen de promouvoir auprès de dev la sortie de ce podcast, ce serait au travers du dev. Et donc je m'étais créé une mini intelligence artificielle qui scannait Twitter, qui identifiait des comptes de dev, donc qui était capable de me dire ça c'est un dev, et a priori qui pouvait identifier dans certains cas la techno du dev en question, et si c'était un dev francophone, et si c'était le cas, il lui shootait un DM en disant bah tiens j'ai lancé un podcast, et dans certains cas qui pouvait du coup mettre aussi l'épisode qui parlait de la techno en question, tu vois, pour cibler le truc. Ça a bien marché, ça m'a permis de gagner pas mal d'auditeurs dans les premiers mois, mais il y a eu un drift qui s'est opéré petit à petit. Et je me suis retrouvé au bout de quelques mois en fait à n'écrire qu'à des devs russes. Excellent. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, T'as pas audité ? J'ai pas audité. C'est problème parce que c'est difficile. Tu vois. Oui, mais surtout que moi j'avais fait ça. C'était vraiment un truc bricolé dans mon coin. Et donc du coup j'ai préféré arrêter le truc plutôt que de me relancer dans un truc. Mais donc du coup comment est-ce que toi tu corriges ce drift petit à petit ? Ouais, bah nous déjà, si tu veux, l'idée comme je te disais, c'est pas de tout automatiser, c'est-à-dire de remplacer l'humain complètement. C'est de lui retirer les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à ce qu'il sait faire. Du coup, ça lui permet aussi d'avoir du temps pour aider le modèle à continuer à vivre. Et donc, en fait, tu peux très vite remplacer un métier d'opérateur par un métier qui consiste à continuer à entraîner le modèle au long de sa vie, à continuer à le paramétrer, à le configurer. Tu vois, il y a des options qui sont des purs critères de sévérité. Tu vois, nous, aujourd'hui, quand on déploie un système, on laisse la main comme une espèce de jauge pour dire, bah voilà, est-ce que tu veux que ton modèle il soit sévère ou est-ce que tu veux qu'il soit plutôt laxiste dans laisser passer les pièces. Et donc, on utilise énormément les industriels et on essaie de leur donner un max d'autonomie pour qu'ils soient en mesure de maintenir ce modèle en conditions opérationnelles. Et en vrai, le challenge, il reste quand même sur le fait que collecter des jeux d'entraînement, enfin, tu l'as peut-être fait avec tes tweets de dev francophone, bah, c'est long, c'est fastidieux. On parle souvent du fait qu'il y a besoin de quantité de données énormes et c'est souvent vrai. Et ça, ça peut être très compliqué à mettre en place. Même si dans l'industrie, on espérait nous au départ qu'on aurait suffisamment de pièces pour
Pour faire ça, en fait, tu as toujours des classes que tu n'as pas de manière représentative. En fait, les industriels font moins de défauts que de pièces saines. Tant mieux pour eux, mais je veux dire, pour nous, ça ne nous arrangeait pas au début. Et donc, voilà, les faire collecter toutes ces pièces-là et la capacité de les intégrer régulièrement au modèle, ça, c'est quelque chose de compliqué. Et on n'a pas vocation, en tout cas, nous, on pense que la meilleure manière, c'est pas de former tous ces gens-là au machine learning, mais plutôt de leur donner les outils adaptés et potentiellement même qui matchent un petit peu avec leur travail actuel. Et on en parlera sûrement après, mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui sortent autour des visual prompting et qui nous inspirent plein de choses dans la similitude que ça a avec la manière dont ils décrivent les spécifications qualité aujourd'hui. Donc, on essaie de ramener cette interface de maintien en conditions opérationnelles à leur activité d'industriel. Parce que donc, du coup, aujourd'hui, votre système permet que les personnes qui jusque-là faisaient cette vérification restent sur ces fonctions-là, mais sur une pratique différente. Mais donc, ce sont les mêmes personnes. Ça dépend. Là, vraiment, pour le coup, les industriels ont différentes manières de voir les choses. On a même des industriels qui font confiance complètement à la machine pour 6 mois, 1 an, qui laissent le système tourner. Nous, c'est pas forcément tout le temps notre recommandation. Et en même temps, parfois, c'est assez raisonnable parce qu'ils ont quand même des taux de rebut qui sont capables de piloter. Mais oui, nous, on recommande un petit peu que ces opérateurs-là passent du temps avec la machine. Pour te donner un exemple, un opérateur formé, parfois, ça peut prendre 3 à 6 mois quand il arrive dans une entreprise, où il est généralement en binôme avec un opérateur qui est formé. Donc, si tu veux, nous, il n'y a quand même pas de raison qu'il n'y ait pas aussi cette période d'apprentissage et de couverture, ce qui est assez d'ailleurs un peu difficile pour les industriels, qui ont pas mal l'habitude à ce que le jour où le système il est livré, il fonctionne, tu vois. Alors que nous, on leur explique, bah non, pour l'instant, il ne sait rien faire, il va falloir leur apprendre à détecter les pièces bonnes des pièces mauvaises. Et donc, voilà. Mais je pense qu'avec le temps, là, et puis surtout avec la popularité de certains outils comme ceux qu'on a vus sur le langage, on va de plus en plus, en fait, tous être formés à travailler avec ces outils-là, quoi. Et tout le monde, j'espère, s'arrachera les systèmes Cortex pour inspecter visuellement les pièces demain. Donc la phase d'entraînement, j'imagine que c'est tu mets ton système en place sur la chaîne de montage à côté de la personne qui le valide jusque-là. C'est ça. Et du coup, la machine apprend ce qui est valide, ce qui n'est pas valide. Exactement. Tu règles avec la personne. Tu essaies de voir qu'effectivement, ton réglage de capteur, il est pertinent. Ça, c'est une partie qu'on n'a pas abordée, mais c'est fondamental. Si dans l'image, tu vois pas le défaut, tu ne seras pas capable de détecter, on ne fait pas de magie. Et donc, effectivement, derrière, tu utilises cet opérateur pour venir enrichir la base de données des pièces bonnes et des pièces mauvaises. Et à partir de ça, tu es capable d'automatiser ce comportement. Ouais. Voilà. Et justement, cette histoire de capteur, effectivement, il faut valider que le capteur capte bien ce qu'il faut. Est-ce que ça veut dire que tu as quand même des cas où tu dois modifier ta chaîne de ton convoyeur pour retourner la pièce peut-être à un moment ou... Ouais, carrément. Tu as donné l'exemple, je pense, canonique. Tu veux inspecter les deux faces d'une pièce, le convoyeur, elle est bien d'un côté. Comment tu fais? Alors, généralement, les gens nous posent la question un peu comme une question piège. Non, effectivement, tu retournes la pièce et tu fais 2 photos de ta pièce. De toute manière, l'humain, quand il fait miroiter, en fait, il regarde la pièce avec plein d'angles de vue. Et nous, voilà, la difficulté, c'est effectivement de trouver un peu le volume de données le plus raisonnable pour avoir une inspection qui soit quand même complète, quoi. Et du coup, tu restes Pardon, j'arrive pas à formuler ma question. Tu gardes un être humain qui va retourner la pièce, ou du coup, tu as un robot en plus qui s'ajoute à la chaîne de montage? Les deux, généralement, ça peut être les deux. Généralement, les clients, ils ont envie de vérifier que ça marche, donc ils préfèrent avoir l'opérateur au départ qui fait l'opération. Mais effectivement, généralement, l'objectif derrière, c'est d'automatiser, parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'un humain retourne une pièce, bien que quand même, ça soit des vrais défis pour certaines matières, pour certaines pièces, en fonction du poids. Et puis, tu as des lignes où, si tu veux, tu produis 15 références différentes avec des géométries différentes. Donc, un seul système mécanique pour retourner ces pièces-là, c'est pas forcément trivial. Donc, on avance aussi en même temps que les industriels sur leur capacité à manipuler ces pièces. Oui, parce que du coup, tu as des problématiques d'industrialisation. En fait, c'est qu'effectivement, même si tu n'as que 3 pièces différentes qui sortent, ta machine, pour la retourner, n'est pas du tout la même. Donc, c'est là où il faut quand même un truc qui aille vite. C'est aussi pour ça qu'il y a encore beaucoup d'humains sur des chaînes de montage. Carrément. Alors après, il y a un peu un côté œuf et poule, parce qu'en fait, c'est pas automatisé aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas de manière d'automatiser l'inspection visuelle. Donc, quitte à avoir un humain pour les regarder, autant qu'on utilise ses mains pour retourner la pièce et la mettre dans un carton, quoi. Donc, je pense qu'avec l'arrivée de ces systèmes automatisés de vision tels que ceux qu'on propose, en fait, on va avoir un intérêt à automatiser aussi ces parties-là et on va le faire. Sur cette notion du coup d'inspecter les 2 faces ou les X faces d'une pièce,
aujourd'hui, en termes de capteurs, on n'a pas des radars suffisamment performants pour réussir à identifier l'autre face sans avoir besoin de la retourner. Ouais, c'est compliqué à double titre, c'est-à-dire que souvent les capteurs qui vont pas faire de la pure image, ils vont avoir tendance à une résolution souvent un peu plus faible, et du coup, alors que nous déjà, parfois on galère à avoir la bonne résolution, donc c'est un peu compliqué. T'as des trucs effectivement qui essaient de regarder même à l'intérieur des pièces, des choses comme ça, donc ça c'est compliqué. Puis souvent, l'autre difficulté, c'est qu'il n'existe pas la spécification qualité pour dire si une pièce est bonne ou pas quand on la regarde avec ses capteurs. En fait, l'opérateur humain, il est capable de te dire sur une image, comme c'est à peu près comme ça qu'il voit la pièce, le défaut est là. Quand il regarde une carte, je sais pas, en 3D, un nuage de points, c'est pas le même métier déjà. Donc c'est compliqué pour nous après d'extraire la connaissance humaine nécessaire à l'apprentissage. Ok. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, avec ce système de capteurs, tu as une détection de l'ordre du millimètre, du nanomètre. On peut même aller plus bas. Nous, on a une approche depuis un an et demi où on est très standard. Donc, en fait, on met une seule optique avec une seule caméra dans le produit. Quand tu reçois le carton chez toi, tu n'as qu'un seul capteur. En pratique, c'est pas adapté à toutes les pièces. Et effectivement, il y a des gens qui remplacent ce capteur par les microscopes, des choses qui peuvent aller voir assez bas. Je dirais que nous, on est capable de travailler à partir du moment où tu as une image à un moment de laquelle tu es capable d'extraire des informations. Et vous vous adaptez complètement à, je sais pas, la vitesse du convoyeur, parce que j'imagine que tu as des convoyeurs qui peuvent aller très vite, des pièces qui peuvent être très grosses. Enfin, comment tu gères en fait. C'est vrai qu'en fait, t'as que des cas particuliers. Des cas particuliers. Il n'y a aucune ligne. Enfin, toutes les lignes sont spécifiques. C'est vraiment hallucinant. Donc nous, si tu veux, au départ, on s'est dit, on va aller sur toutes les lignes, comprendre tous les problèmes et trouver des solutions. On se dira que si on arrive à craquer une ligne, ça servira pour une autre ligne. En pratique, pas vrai ou pas évident, quoi. Donc maintenant, en fait, on a mieux défini quelle était la limite de notre produit, en fait. C'est-à-dire qu'on définit en fait une datasheet où on dit, voilà, aujourd'hui, on fait jusqu'à 5 inspections par seconde, par exemple. Et après, peu importe ce que tu nous montres. Si tu nous montres 5 faces de la même pièce, tu nous montres... voilà, tu choisis quelles sont tes inspections nécessaires pour ta pièce, mais je te donne l'interface que tu peux utiliser. Et on peut faire la même chose avec les capteurs, on peut faire la même chose avec différentes parties du produit. Mais non, historiquement, justement, on a fait l'erreur de vouloir tout résoudre dans l'industrie. Et en fait, c'est un vrai boulot déjà qui nécessite une vraie boîte à part entière, quoi. Est-ce qu'il y a une portion du produit qui est une machine experte, donc, où tu définis de manière très précise des mesures d'une pièce, des points de vigilance, ou tu es vraiment sur de l'IA totale, c'est-à-dire que du coup, le capteur capte ce qu'il peut et du coup, il analyse après ce qui a été, en fonction de ce qui a été... Pour l'instant, on essaie d'avoir l'approche la plus effectivement sans précision a priori. Mais en fait, il y a quand même pas mal de cas où quand il y a de la connaissance métier, c'est dommage de ne pas en tirer parti. Et donc, tu vois, si on sait que sur, je sais pas, un circuit imprimé, il y a une partie qui n'est pas à regarder parce qu'en fait, on considère qu'on a déjà fait un contrôle, on a besoin de configurer ça dans le système, ça serait dommage de s'en priver. On n'a pas envie de recontrôler des endroits qu'on a déjà contrôlés. Donc là, on a tout un tas de fonctionnalités de configuration. Je te donne un exemple, dans l'industrie, ils aiment bien ce qu'on appelle le zonage ABC. Ils déterminent des zones les plus critiques, des zones un peu moins critiques et des choses où on est plus tolérant. Et ça, typiquement, c'est des choses qu'on serait amené à implémenter dans notre produit parce que c'est une manière de configurer l'humain aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une manière de décrire la pièce, ses composants et toute cette connaissance métier, on en a besoin. Tu vois, par exemple, il y a des pièces, une zone, elle va être A parce qu'en fait, elle va être assemblée dans le produit final à un endroit où le conducteur de la voiture verra ça très bien. Et donc, c'est un truc qui visuellement ne paraît pas important sur la pièce. Et pour autant, tu as envie de le préciser parce que tu veux que ta finesse de contrôle soit ajustée. Mais pourtant, on pourrait croire qu'avec la durée d'entraînement du modèle, tu n'as pas forcément besoin de lui préciser que d'ignorer des défauts à tel endroit parce qu'en fait, il le voit statistiquement qu'à tel endroit, en général, le défaut est ignoré. Ouais, en fait, le but pour nous, c'est d'être le plus rapidement opérationnel sur la ligne. Tu vois, c'est-à-dire que si tu as besoin de voir 3000 pièces pour commencer à en inspecter une, tu as besoin d'un contrôle qui n'est pas le nôtre pendant 3000 pièces. Et ça, potentiellement, c'est cher. Or, aujourd'hui, en plus, et c'est une des grosses forces de l'humain, tu lui montres 4-5 exemples, en vrai, il peut déjà démarrer. Et s'il voit des trucs qu'il ne connaît pas, il va te poser la question. Ça, typiquement, c'est des choses qu'on a envie de pouvoir reproduire. On n'a pas envie d'avoir, et c'est ce qu'on faisait pareil aussi historiquement, besoin de collecter 6 mois de pièces pour avoir une représentativité de tous les trucs possibles sur la ligne, et encore 6 mois, parfois c'est pas suffisant, pour derrière être utilisable. Et tout ce temps de mise en place, il faut le réduire au maximum. Et nous, on essaie aujourd'hui d'être pertinent sur des lots de pièces de l'ordre d'une centaine, quoi. Okay. Et tu vois, par exemple, je sais pas, on travaille avec des gens qui font des goodies ou des choses d'événementiel.
ils fabriquent 500 pièces avec un logo d'une entreprise, ça, ils n'ont pas les 12 millions de pièces pour apprendre. Il faut qu'on soit tout de suite performant. Et il y a plein de choses dans le machine learning aujourd'hui qui sont hyper cool et qui arrivent sur des tâches qu'on appelle le zero shot et le few shot, qui consistent justement à avoir pré-entraîné des modèles sur des millions d'images, et en fait, juste au moment où tu l'utilises, de venir préciser quelques exemples de la tâche en pratique, et sur laquelle, du coup, tu arrives à être performant. Et nous, tu vois, le claim de notre produit aujourd'hui, c'est en gros, avec une trentaine de pièces conformes, tu arrives déjà à avoir des choses intéressantes. Tu arrives à avoir des pièces défectueuses qui sont sorties. Et donc, ça te permet d'être hyper efficace sur la collecte de ta donnée utile qui va te rapprocher du point où tu pourras utiliser en automatisation totale ton algo. Alors, le 30 pièces nécessaire pour setup l'outil, effectivement, c'est ouf. Mais le truc qui m'étonne le plus, c'est que tu le sets avec 30 pièces valides. Ouais. Moi, j'aurais plutôt cru que tu cherchais à ce que la machine identifie les pièces non valides. Ouais, en fait, et là on revient, tu sais, à la double tâche. C'est-à-dire qu'en fait, tu as besoin quand même de détecter des trucs absurdes. Donc, tu as besoin de valider ce qui est normal d'abord, avant de commencer à montrer ce qui est pas bien et ce sur quoi tu vas construire une expertise. Et donc, nous, vraiment, on décorrèle les deux tâches. Mais tu as raison de le préciser, c'est-à-dire que le fait de montrer que des pièces conformes, c'est au départ pour être capable de récupérer facilement les pièces défectueuses. Et après, ces pièces défectueuses, tu viens raffiner en fait ton comportement de modèle avec. Okay. Voilà. Mais en fait, croire qu'il y a besoin que de pièces conformes, c'est se leurrer. Et je dirais même indépendamment de l'apprentissage, aujourd'hui, il n'y a aucun industriel qui met sur sa ligne un système qu'il n'a pas testé. Or, on teste avec des pièces défectueuses. Il y a une bonne question qui est apparue dans le chat sur TikTok. Comment est-ce que... Parce que une chaîne de montage, c'est quand même une usine. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce qu'il n'y a pas des problématiques aussi d'interférence ? Comment tu gères Carrément. Et tu vois, la première, et on l'a vu récemment, nous, on a besoin de connecter. En tout cas, on pense qu'il faut connecter nos systèmes parce que pour réussir à bien créer l'algo, il faut faire remonter la donnée dans le cloud pour être capable de l'analyser. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir du support et de la maintenance à distance avec nos clients. Donc, on a mis une connectivité dans le produit. Tu achètes le Spark, il arrive chez toi, tu as une clé 4G dedans et on t'a mis un forfait Orange et on te remonte de la donnée. Et bien ça, parfois, même si tu as regardé la couverture de la zone où l'usine est implémentée, tu te retrouves entre deux grosses machines en fer d'emboutissage et écran noir. Tu vois rien, tu vois, comme une cage de Faraday, tu passes rien. Et donc là, on a carrément des interférences. Donc après, il faut que nous, on travaille à mettre la connectivité filaire, à mettre tout un tas en fait, de protection, donc que ça soit pour les ondes électromagnétiques, que ça soit pour les interférences réseau. Mais oui, c'est un milieu hyper adversaire, l'usine. Mais même, tu vois, j'imagine... Ou même de la graisse, de l'huile, tu vois. Là, si on inspectait des roulements à billes, la pièce, en plus, quand ils nous les avaient envoyées au bureau, si tu veux, elles avaient eu le temps de sécher dans le carton, etc. Donc toi, tu arrives, tu fais ton système de lumière, le défaut est super visible, et puis tu vas à l'usine hyper assuré que ça va fonctionner. Et là, tu regardes la pièce qui sort de la machine et elle est huileuse, au point que quand tu l'éclaires avec ta lumière, elle est toute blanche, tu vois. Bon, ça, c'est des trucs difficiles à prévoir. Et effectivement, c'est aussi un des trucs qui nous motive à dire la donnée qui va servir à créer l'application, il faut aller la chercher sur la ligne. Il ne faut pas essayer de la faire en laboratoire. Mais tu peux aussi avoir le cas, alors je prends peut-être un cas qui est peut-être trop précis, mais quand tu fais de la découpe de pièces en métal, en général, tu as quand même une grosse machine qui va couper un truc. Tu as quand même un gros poids qui est exercé. Si tu as un truc qui fait ça toutes les 10 secondes, tu as quand même une vibration colossale. Tu peux avoir une machine à côté du coup, qui perturbe ta caméra. Carrément, ouais. Et en fait, nous, ça arrive assez souvent. Effectivement, en fonction de comment le client a installé sa caméra, nous, on le met sur un bras polyarticulé aujourd'hui, donc qui te permet de positionner bien l'angle que tu veux. Mais les vibrations peuvent amener à desserrer des choses, etc. Et donc, typiquement, dans les fonctionnalités qu'on met dans le produit, tu as des fonctionnalités qui te permettent de détecter ta dérive de position de ta caméra et aussi des fonctionnalités qui te permettent de repositionner ta caméra de la manière qui convient pour continuer à inspecter. C'est-à-dire que du coup, il analyse les photos sur 3 mois et il voit qu'il y a eu un shift de... En fait, déjà, si tu reprends juste le fondamental de notre produit, on détecte les anomalies sur les pièces. Donc, quand il y a des anomalies au sens de tu vois plus la pièce, déjà, c'est une anomalie. Donc, je dirais ta première alerte, c'est ton taux de rebut qui, a priori, va augmenter de manière importante. Ok. Il y a... Attends, je crois qu'il y a une autre question. Oui, il y avait une autre question. C'est sur cette... effectivement, l'humain a une capacité à dire là, j'ai vu un truc, je ne sais pas si, et il va poser la question.
comment est-ce que la machine... Déjà, est-ce qu'il y a cette notion de doute dans la machine ? Ouais, alors nous, on s'est un peu toujours astreint à pas en avoir, parce que le risque d'avoir une notion de doute, c'est de tout mettre en doute. C'est-à-dire que si 100% de ta production elle est dite douteuse par ta machine sert à rien. Donc on s'est toujours un peu imposé qu'on aurait systématiquement ce qu'on appelle le hock-knock, donc c'est dire la pièce est bonne ou pas bonne. En revanche, on le quantifie en fait derrière, c'est-à-dire que c'est souvent des valeurs numériques qui nous amènent à dire voilà, au-dessus d'une certaine valeur, c'est pas bon. Et donc on essaie effectivement numériquement de quantifier des zones de doute. Pour derrière éventuellement les proposer à l'utilisateur, et là on essaie d'être un peu inventif, tu vois. On avait imaginé des systèmes de digest par email où le responsable qualité tous les vendredis reçoit ses 12 photos douteuses et il est capable de... Voilà, c'est le genre de fonctionnalité qu'on serait amené à mettre en place et pour faire ces revues de zone de doute, quoi. Mais on a quand même des impératifs de production, quoi. Okay. Mais donc du coup pour le moment les pièces sont validées ou invalidées et on peut revenir sur les sets qui ont été invalidés pour ajuster le comportement futur. Ouais. Parce que retrouver ta pièce une fois qu'elle a été mise à la poubelle ou dans le colis final, ça peut être difficile, même si on a des clients aujourd'hui qui ont fait énormément de boulot sur la traçabilité pièce unique et qui sont capables de te dire ouais, la pièce là, elle est dans tel carton, à tel endroit, et je vais la chercher, quoi. J'évoquais tout à l'heure que de manière très très macro, moi ce que je voyais c'était un sujet computer vision et un sujet quasiment, enfin pas forcément progression linéaire, mais tu vois le côté ML de détection des anomalies. Est-ce que du coup vous avez vraiment scindé le taf comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un capteur qui va analyser l'image et repérer des data points, et après tu as un truc de machine learning qui va en fonction de ces data points accepter ou refuser, ou tout se fait entre guillemets en même temps? Nous on essaie d'avoir tout qui peut se faire en même temps. Parce que en fait on ne sait pas où va être l'amélioration nécessaire à apporter, enfin tu vois quelle brique il faut que tu améliores, c'est difficile de le prévoir à l'avance. Donc l'avantage de faire un peu tout dans un même environnement, et là je parle de software, hein, c'est-à-dire que tu vois tu as un repo dans lequel on a du code qui manipule toutes ces données là, en tout cas on a tout le temps accès à toute la chaîne quasiment. Il y a quelques paramètres qui sont réglés au niveau de la caméra, sur lesquels effectivement on n'a pas l'accès, mais nous on utilise des caméras assez simples, dont le seul job est de prendre la meilleure photo. Donc si tu veux, il y a quand même déjà ce découpage physique, et d'ailleurs si tu regardes ton système qui arrive chez toi, il y a vraiment le côté caméra, il y a un câble entre les deux, et puis après tu as ton ordinateur qui fait tout le reste en fait. Okay. Voilà. Mais donc vous livrez une boîte avec une caméra déjà setée. Dedans tu as la caméra, tu as la lumière, tu as un ordinateur qui a une partie automate que tu peux brancher sur ta ligne de production pour automatiser les entrées et sorties, et puis tu as un écran. Tu as un écran tactile sur lequel tu as une interface utilisateur et qu'on essaie d'être la plus simple possible, parce que comme je te disais, nous on pense que pour que l'adoption de ces produits soit possible, il faut que les interfaces soient simples, il faut qu'elles soient aussi faut qu'elles donnent envie en fait de travailler avec le produit. Donc on a un bel écran tactile qu'on est capable d'utiliser en usine. L'écran il permet d'utiliser des gants, enfin tu vois, on s'est un peu adapté quand même aux contraintes de l'industrie. Voilà. Et tu reçois tout ça, les branchements sont assez faciles à faire, généralement on vient pour aider le jour du déploiement, et puis on forme à la création ce qu'on appelle une application d'inspection, qui effectivement derrière automatise ce hock-knock sur les images que tu prends de tes pièces. Voilà. L'écran tactile, comment tu fais si jamais parce que tu évoquais tout à l'heure les pièces très huileuses. Ouais, il y a un contexte où... Ouais, c'est carrément compliqué. Donc après, l'avantage, c'est que les industriels, ils commencent à savoir un petit peu gérer tous ces composants. Donc après, tu as des routines de maintenance. Tu viens régulièrement nettoyer ton écran. Tu viens régulièrement, je sais pas, aussi ta lentille, tu vois, ton optique de caméra. Si tu veux vraiment aller regarder des défauts tout petits, elle est juste à côté de ta pièce. Et là, tu vois, pour reprendre l'exemple de l'huile, la première pièce, tu vois pas ce qu'il y a sur la pièce à cause de l'huile, tu vois, avec ton capteur. Et en fait, sur la troisième pièce, les deux premières ont laissé de l'huile. Quand tu viens poser la troisième, ça éclabousse, quoi. Enfin, tu vois, tu viens accumuler comme ça les dérives, et puis après, c'est en marchant qu'on apprend, quoi. Donc, en fait, on déploie, et puis on règle les problèmes les uns après les autres, quoi. On parle beaucoup d'IA en ce moment, qui va remplacer je sais pas combien de millions de jobs à travers le monde dans les mois et les années qui viennent. Là, on a un cas très concret d'une IA qui peut remplacer un humain à un job. Ma question, c'est sur le gain que ça représente. Je vois 3 gains possibles. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont conjugables ou pas, mais c'est-à-dire que soit ça te permet de faire de la validation plus vite que ce qu'un humain fait, soit ça te permet de faire passer moins de pièces défectueuses comme valides, soit ça te permet de faire passer moins de pièces valides comme défectueuses. Exactement.
Le gain aujourd'hui sur un système comme ce que vous faites, il est sur quel tableau surtout? Nous, on touche à tous les tableaux. Et d'ailleurs, on fait souvent une revue de l'ensemble des coûts de la qualité pour les clients avec lesquels on travaille, parce qu'en fait, ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que ta pièce défectueuse que tu as laissé passer, c'est des coûts parce que tu as de la matière que tu as processée, enfin, en l'occurrence, pardon, celle qui est valable et que tu vas acheter, c'est de la matière que tu as processée pour rien. Mais potentiellement, tu peux avoir la pièce défectueuse qui va en bout de chaîne, qui se retrouve sur le marché. Et là, tu peux être amené à faire des rappels. Je ne sais pas si tu te souviens des annonces dans les avions sur les Samsung, quelque chose, Galaxy, machin. Bah, ça, c'était un truc. Ils ont dû rappeler tous les téléphones. Ils ont dû faire des changements. Je ne sais plus si c'était logiciel ou pas. De temps en temps, tu as des rappels de voitures. Dans l'agroalimentaire, ils en ont plein. Donc là, tu as des coûts même après le moment vraiment où tu produis qui sont hyper importants. Et nous, c'est vrai que sur la partie du tri, qui est celle sur laquelle on se concentre, nous, on a vu des dérives énormes de jeter à la poubelle des pièces pour ce qu'on estime être pas forcément grand-chose. Et je pense qu'à l'heure où on est tous un petit peu soucieux de peut-être pas accumuler les quantités de plastique à la poubelle, bah, on se dit que se doter d'outils modernes qui permettent de répéter un jugement de manière assez standard à travers le temps, c'est fondamental. Et moi, c'est vrai que ce qui m'a frappé le plus, c'était surtout effectivement les pièces bonnes qu'on jette parce qu'on a peur de faire une erreur. Comme on regarde 8 heures par jour des pièces, bah, on en fait des erreurs. Donc on a tendance à pousser un peu la sévérité au-dessus de ce qu'on devrait. Et puis c'est dommage pour l'efficience de ces industriels. Moi, c'est vrai que c'est parmi ceux que tu as cités, celui qui me parle le plus, mais en pratique, économiquement, on travaille sur tous ces aspects-là, quoi. Mais parce que du coup, on pourrait aussi se dire qu'avec un système automatisé comme ça, et du coup aussi qui a peut-être plus de finesse que l'humain, et notamment de régularité, on pourrait aussi se permettre d'être plus exigeant avec la qualité des pièces. Effectivement, et là je pense que de toute manière, nous Scoretex, on n'a pas le rôle de dire si on doit être exigeant ou pas, aussi parce qu'on ne maîtrise pas forcément la finalité des pièces qu'on inspecte, dans les systèmes dans lesquels elles vont être intégrées, dans les usages. Je sais pas, il y a même des pièces parfois qui sont de série, qui vont être utilisées derrière dans des systèmes critiques ou pas. Donc de fait, on n'a pas la capacité de donner un jugement général sur la sévérité que devraient avoir les industriels. Par contre, leur donner les outils qui leur permettent de se poser cette question, ça c'est vraiment notre mission, quoi. Okay. Et donc cette jauge, elle se fait aussi de manière très précise en disant là, il ne faut pas que ça dépasse tant de centimètres, c'est pas uniquement de l'apprentissage par renforcement? Non, alors effectivement, en pratique, en plus, on ne fait pas d'apprentissage par renforcement dans notre cas, qui est vraiment une branche un peu spécifique du machine learning qu'on n'exploite pas nous directement. La techno qu'on utilise, elle n'est pas très bonne pour le dimensionnel, qui est un truc que tu évoques là, de dire il faut vraiment que ça soit 3 cm et pas 3 cm 1. Nous, ça va être assez bon pour détecter des erreurs assez grossières de dimensionnel, mais c'est pas forcément adapté à la mesure directe, où là, on va privilégier des technologies plus adaptées. Je pense notamment à tout ce qui pourrait être poids, colorimétrie aussi, c'est des vrais sujets. Vérifier que ton rouge, c'est bien le rouge, telle référence, ça c'est des choses pour lesquelles je dirais ça rendrait très 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 complexe la partie capteur en amont et pour lesquelles la technologie derrière n'est pas forcément adaptée. Mais tout ce qui est globalement, visuellement, les cas d'usage qu'on est capable d'automatiser aujourd'hui, c'est énorme, quoi. Sachant qu'en fait, sur ces histoires de couleurs, l'humain n'est pas forcément non plus très bon. Et sur le dimensionnel, si on veut vraiment être précis, on a tôt fait d'utiliser plutôt une règle que les yeux de l'humain. Donc voilà. En fait, tout ce qu'on est capable de faire avec un humain aujourd'hui, visuellement, on peut se poser la question de l'automatiser de la manière dont on fait, quoi. Et donc du coup, est-ce que aujourd'hui, tu as uniquement cette caméra qui est en place? Est-ce qu'il y a l'ambition, le travail déjà avec d'autres types de capteurs? Effectivement, ça peut être des radars, des trucs d'intensité de lumière. On a travaillé avec des gens qui utilisaient des microscopes, donc c'est pas vraiment un format très différent. Là, tu es vraiment plutôt sur de l'optique, mais effectivement, à terme, il n'y a aucune raison que la techno elle soit pas généralisable. Nous, c'est plus pour des considérations opérationnelles qu'aujourd'hui on se concentre sur des choses qu'on peut prendre en photo avec des caméras assez standards. Je pense qu'il y a aussi une notion de taille de pièce qui derrière font que c'est contrôlable par un humain. Voilà, donc c'est plus un choix de se focaliser, tu vois, un peu comme on l'a fait sur des industries. On s'est dit on va commencer par l'automobile, après on va aller sur le luxe. Voilà, c'est vraiment des purs critères business du moment. Et du coup, vous pouvez avoir plusieurs caméras qui prennent en photo le même objet pour pouvoir justement simuler une... Exactement. En fait, on bosse à fond là-dessus en ce moment, pour être transparent avec toi, où on se dit, un humain, le problème aussi de retourner la pièce, c'est parfois parce qu'il a les deux yeux côte à côte. S'il pouvait avoir les yeux de chaque côté de la ligne, en fait, il n'aurait peut-être pas besoin de la retourner. Et donc, on développe en ce moment même, là, on est en train de... déjà les prototypes, là, on est en train de
les tester sur les lignes de production où on est capable de monter jusqu'à, là, pour l'instant, 4 caméras qui prennent en même temps la pièce en photo. Tu parlais du coup tout à l'heure de tout ce qui est visual prompting. Ouais. C'est du coup lié à ça aussi Alors c'est un peu orthogonal parce que le visual prompting, c'est vraiment l'action de dire je vais indiquer dans ma photo des éléments contextuels qui te permettent d'être bon dans une tâche précise. Donc tu prends un modèle qui est complètement générique, entraîné sur des données qui sont même pas les tiennes, et derrière tu viens vraiment juste raffiner à la toute fin avec des indications visuelles. Et tu peux le faire avec du texte aussi. Et ça, on pense que ça va être game changer, quoi. Parce que, en fait, au lieu d'entraîner les gens à annoter comme on le faisait historiquement, où on leur donnait des milliers d'images et où on leur demandait d'entourer précisément les défauts, aujourd'hui, tu es capable en fait de décrire les défauts et éventuellement de juste indiquer visuellement ce qu'est la pièce, ce qu'est le background et ce que sont les défauts. Et en fait, ce qui est assez amusant aussi, c'est que ça, les industriels le font un peu déjà via leurs spécifications qualité. Ils ont déjà des PDF dans lesquels ils t'indiquent les défauts, ils tentent de les décrire. On peut penser parfois un peu maladroitement, mais en fait, ils font rien d'autre que remplir ce qu'on mettrait dans un prompt. Et donc, nous, là, on est en train typiquement de travailler à essayer de brancher nos approches technologiques avec ces habitudes qu'ont déjà les industriels. Alors, attends, du coup, parce que j'essaye de... Je suis pas expert en IA, mes questions peuvent être absurdes, mais du coup... Aujourd'hui, ces IA génératives qui utilisent du prompt, tu es sur des IA qui ont déjà été entraînées et qui ont déjà un objectif qui est du coup effectivement de générer du texte ou générer de l'image à partir d'un prompt textuel ou visuel. Là, toi, ce que tu dis, c'est que tu utilises ces systèmes-là pour surentraîner ou pour surenchérir l'entraînement. Ouais, en fait, ces algos qui ont été pré-entraînés, ils ont été pré-entraînés effectivement sur... pas forcément d'ailleurs toujours sur une tâche. En ce moment, il y a des approches un peu plus méta, où si tu veux, l'objectif du modèle, c'est juste sur une base de données X, de rapprocher les éléments qui considèrent être similaires et à éloigner ceux qui considèrent être différents. Et donc, un peu comme, tu vois, et là, je vais faire un peu de mimétisme avec la biologie, même s'il faut s'arrêter assez vite quand on commence à faire ça, où tu imagines un nouveau-né qui va regarder autour de lui, qui va malgré lui associer des choses ensemble, sans pour autant être capable de les nommer, tu vois. Et de la même manière que quand il sera un peu plus grand, tu vas lui décrire, je sais pas, lui dire ça c'est un lion, et ben tout de suite il va être capable de poser l'étiquette sur tous les lions qu'il avait déjà vus et de rapidement rattacher cette étiquette-là à un nouveau lion qu'il aura vu ailleurs, quoi. Et donc c'est un peu ça ce qui est fait aujourd'hui et qui marche très bien, c'est que tu as des algos qui sont entraînés sur des dizaines de millions d'images, qui sont entraînés juste à distinguer un peu des choses, et derrière toi tu viens préciser au tout dernier moment la tâche sur laquelle tu veux les utiliser. Et donc ça peut être effectivement extraire du texte, faire de l'object detection, faire de la segmentation. Et soit tu leur précises quelques données en plus, c'est ce qu'on appelle le few shot learning, soit carrément tu leur dis rien et tu testes directement. Et là, il y a des petites choses qu'on peut tester sur Internet que les géants du web ont mis à dispo. Je ne sais pas si on pourra mettre le lien un peu proche de l'épisode, mais c'est assez bluffant de voir qu'en un clic, on est capable de distinguer un husky dans des images ou qu'on est capable de distinguer des petites cellules dans une boîte de pétri. Enfin, c'est assez fascinant, quoi. Tu parles du coup tu peux nous donner le nom là, de cette techno je peux en citer quelques-unes. Donc il y en a une qui fait de la segmentation qui est proposée par Meta, qui s'appelle Segment Anything. Donc vous pouvez le trouver avec notamment SAM qui est souvent utilisé. Et dans la détection d'anomalies, dans l'industrie, on commence aussi à avoir des algos comme ça. Il y en a qui s'appellent Clip notamment, qui permettent de aujourd'hui venir nourrir la détection avec des descriptions de ce qu'on cherche à détecter. Okay. Et nous, ça paraît être un grand champ de jeu pour nous dans les prochaines semaines. On travaille déjà là-dessus. Et on a une équipe en interne recherche qui est directement staffée sur ces approches-là, quoi. Ce qui est du coup effectivement le fait de garder les personnes qui étaient sur ces chaînes de montage avant pour en fait l'entraînement où ils décrivent en français normal. Je peux pas te garantir à quoi ressemblera le contrôle qualité dans un an, mais franchement, si je vois des opérateurs décrire avec du texte ce qu'on cherche dans les pièces, ce qu'ils font avec les spécifications qualité, je serais pas surpris. Et je reviens du coup sur les nouveaux types de capteurs. Est-ce qu'il y a un intérêt à bosser, je sais pas, avec des capteurs thermiques, tu vois, est-ce qu'au final,
l'image, si tu en as suffisamment, ça couvre pas suffisamment de... Non, je pense que effectivement, en fait, l'avantage, c'est que les industriels, ils ont quand même déjà pas mal bossé sur la partie qu'est-ce qu'il y a un défaut et comment tu trouves le plus tôt possible dans la ligne de production une caractéristique qui te permet de discriminer de manière fiable ta pièce bonne ou mauvaise. Donc en fait, c'est vrai que nous, on arrive un peu après la bataille, on regarde où ils font du contrôle et en fait, on se propose d'automatiser ce qu'ils font. Et c'est vrai que les caméras thermiques, pour inspecter des défauts, ça peut se faire, mais honnêtement, on n'en voit pas beaucoup. Fut un temps, il y avait une technique qui était beaucoup utilisée qui s'appelle le ressuage. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Sur des pièces notamment forgées, on vient mettre une espèce de produit qui réagit un peu phosphorescent, en tout cas à certains éclairages. Et derrière, on vient prendre des photos de ces pièces et typiquement, ça fait ressortir énormément les défauts. Donc là, c'est assez complexe comme prise de vue. Mais on s'est rendu compte après que pour la pollution des sols, c'était un calvaire. Donc voilà. Nous, c'est vrai que le visuel, l'avantage, c'est que c'est ce qui impacte le moins la pièce. C'est souvent, on parle de contrôle non destructif. Tu as plus de chances d'être dans le non destructif ou de ne pas abîmer ta pièce juste en la regardant. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de cas d'usage à exploiter avec ça. Après, si demain, il y a des industriels qui nous entendent et qui veulent tester avec des caméras thermiques, je serais partant d'essayer. Et du coup, vous utilisez, j'arrive à le faire, des modèles que vous avez créés from scratch ou vous avez des produits sur étagère? On a aujourd'hui des produits sur étagère. On a aujourd'hui des algos, si tu veux, pour être capable, je te disais, avec une quarantaine de pièces, d'être capable de sortir quelque chose, c'est qu'on en a vu beaucoup avant. Après, aujourd'hui, la tendance, elle est quand même à ce que les modèles open source des gens du web battent un peu tout le monde, quoi. Donc nous, derrière, on a des problématiques de cadence qui vont nous imposer peut-être à réussir à mettre autant de capacité dans des algos plus petits pour pouvoir les utiliser à la bonne cadence. Mais globalement, aujourd'hui, si quelqu'un demain lance une boîte dans la vision, moi je peux que lui recommander de commencer par aller chercher les modèles open source des gens du web. Et très récemment, on a vu qu'en plus, même quand les gens du web ne voulaient pas faire de l'open source, il y avait des leaks. Voilà, les modèles, à mon avis, vont être accessibles assez facilement. Il y a des boîtes super qui se lancent. Je pense à Hugging Face qui commence à avoir quelques années maintenant, qui met à dispo des ressources énormes qui permettent à chacun de profiter de ces gros algos pré-entraînés. C'est presque d'ailleurs un pari perdu aujourd'hui de se lancer dans une création de modèles en fait, face aux moyens déployés par certains consortiums à côté. Ouais, carrément. C'est sûr, quand on voit la puissance de ces géants avec toute la donnée qu'ils ont sur toi, sur moi, sur nous en général, se dire qu'on va les attaquer sur ce terrain-là, ou en tout cas qu'on va être compétitif, c'est quand même difficile. Mais ce qu'on voit, c'est que, et je ne sais pas à quel point c'est lié à la communauté open source, il y a beaucoup de gens qui disent ça en ce moment, où en fait, dès qu'il y a une livraison de ces produits-là par les gens du web, derrière, tu as une créativité, une énergie hallucinante collective d'exploitation de ça pour en faire des produits hyper adaptés, hyper pertinents, quoi. Alors, en même temps, j'en parlais il y a pas très longtemps avec quelqu'un justement qui me vantait les mérites de ces modèles open source et comme quoi l'avenir serait sur ces modèles-là. Moi, c'est peut-être une vision erronée encore une fois, je suis pas expert sur le sujet, mais tu vois, je recevais il y a pas très longtemps, j'ai oublié le numéro de l'épisode et j'ai oublié le nom de l'invité, mais qui nous expliquait l'importance de la préparation des données dans l'entraînement des choses. Et aujourd'hui, ça, c'est un coût non négligeable, cette préparation des données. Et l'importance d'avoir des données propres, complètes, suffisamment hétérogènes et compagnie, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui versus un modèle qui sera pas forcément aussi bien entraîné. Et ça, aujourd'hui, la communauté open source, ils se basent tous sur les mêmes corpus de données. Ouais, donc, tu vois, un grand groupe comme Google ou comme Facebook, qui, comme tu le dis, effectivement, ont des sets de données absolument colossaux, qui sont en plus bien organisés, qui sont quand même bien labellisés et compagnie, ils ont quand même, du coup, un trésor de guerre, une avance sur tous les modèles open source qu'on peut imaginer derrière, quoi. Ouais, ils ont une immense avance sur cette partie-là. Mais en fait, typiquement, quand on parlait du prompt tout à l'heure, tu vois, cette donnée, juste celle-là, sur laquelle tu mets les deux points qui disent ça c'est le background, ça c'est la pièce, ça c'est une donnée qui est hyper raffinée, hyper riche et qui est justement vraiment bien maîtrisée par l'utilisateur final. Et elle détermine déjà énormément la performance. Donc en fait, tu vois aujourd'hui émerger des approches où tu as cette combinaison
de ces grands datasets qui sont en plus, comme tu l'as dit déjà, très qualitatifs, mais en plus une accessibilité finalement des nouveaux entrants, parce que tu es capable d'avoir une approche aussi très soucieuse de ces quelques données supplémentaires qui, elles, déterminent ta tâche, ta valeur ajoutée. Et il y a notamment un expert du deep learning qui s'appelle Andrew Ng, que beaucoup connaissent, qui aujourd'hui, je trouve, posé le bon terme sur ça. Il dit que c'est une approche data-centric. Il dit, voilà, en fait, on a passé beaucoup de temps à essayer d'améliorer l'algo. À la fin, on a vu qu'on galérait à avoir les données, donc on s'est dit, quitte à pas avoir de nouvelles données, on va améliorer celles qu'on avait déjà. Et on s'est rendu compte qu'on améliorait parfois plus les performances en faisant ça qu'en ayant travaillé pendant 2 ans sur la brique algorithmique, la convolutional layer de l'extrême, ça. Donc effectivement, là, depuis 2 ans, je dirais 3 ans, il y a vraiment une course à plutôt travailler bien sa donnée d'entrée. Et puis après, je sais pas, un truc qu'on peut retenir aussi, qu'on dit souvent en machine learning, c'est garbage in, garbage out. Tu mets des données pourries en entrée, tu auras des prédictions pourries en sortie. Et ça, c'est vrai pas qu'en machine learning, mais c'est notamment vrai en machine learning. Donc passez du temps sur vos données, nettoyez-les, poncez-les, carrément. Est-ce qu'aujourd'hui, un système comme Scoretex permet de détecter des choses qui n'étaient pas prévues au final par le système? Parce que c'est souvent ça, aussi un avantage de l'IA, c'est qu'elle voit des choses que l'humain ne voit pas du tout. Est-ce que vous avez des cas fréquents comme ça? Ouais, on a des cas assez fréquents. D'un point de vue business, c'est pas forcément toujours apprécié parce que les trucs qu'on n'a pas vus, si ça pose pas de problème, et quand on les voit, parfois il y a un peu une obligation d'agir qui découle de ça. Donc pour les opérationnels, ça peut être compliqué. Mais oui, on a des cas, effectivement, on voit des dérives qu'on n'avait pas remarquées. Certaines ont de l'intérêt, d'autres non. C'est parfois assez difficile de trier. Mais ouais, carrément, parce qu'elle n'a pas tous ces biais que nous, on a en tant qu'humains. Et parfois, c'est assez salvateur. Et surtout, tu vois, un truc qui est intéressant, on n'a pas trop évoqué ça tout à l'heure, mais quand on parlait de l'humain, généralement, sa journée, c'est 8 heures de travail, tu vois. Donc, le soir, c'est pas le même, le matin, c'est pas le même. Et entre les opérateurs, ils n'ont pas le même contrôle. Et l'avantage, nous, tu vois, avec l'automatisation là, c'est que tu as un truc quand même qui est un petit peu standard tout le jour. Homogène toute la journée. Voilà, c'est ça. Alors, toute la journée, même si, tu vois, on a des cas, par exemple, on avait un système qui fonctionnait assez bien, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de rebut tous les matins entre 7h et 9h, tu vois. Et en fait, en regardant les données, on s'est aperçu que c'était l'heure du lever de soleil dans la ville, près de Bordeaux, on était implémenté. Et voilà, donc c'est des dérives, si tu veux, qu'on n'avait pas au moment de la mise en place du système, que tu découvres après. Un peu malheureuse parce que tu te dis, ouais, le soleil, je n'ai pas envie de jeter des pièces pour ça. Voilà, donc parfois c'est bien. Parce que du coup, il y avait une fenêtre qui faisait qu'il y avait un rayon de soleil qui changeait la... Ouais, superbe usine en verre, hyper design, le soleil qui rentre. En plus, 7h, 9h, c'est pas tout le temps la période en fonction des moments de l'année. Donc là, on l'avait pas vu venir. Et, bon, après, tu ajustes, et c'est l'avantage aussi de ces modèles-là, c'est que tu es capable derrière de venir rajouter la donnée en disant que c'est normal. Ouais. Et donc ça, c'est l'IA qui a su détecter cette corrélation de rebut à des moments donnés? Directement non, là c'est le client qui nous appelait en disant là, ce matin ça a viré des pièces. Mais in fine, ouais, ça serait l'idée. Ça serait de dire là, voilà, un pic de rebut, il y a une alerte, quoi. Et après, donner tous ces outils-là à nos clients. C'est pour ça aussi, tu vois, dans le produit qu'on a, il y a vraiment cette partie embarquée que je t'ai décrit avec le carton, l'écran, tout ça. Et puis, tu as l'application cloud, qui est vraiment destinée à faire de l'analytics et à automatiser tout ça. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que tu décris, notamment cette détection de ce cas particulier, entre 7h et 9h, il y a des problèmes. Et en fait, aujourd'hui, c'est forcément un humain en fait, qui est capable de comprendre le contexte du truc. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps Laurent, qui est le CTO de Quant, qui m'a dit à un moment une phrase que j'ai trouvée pas mal, c'est qu'il disait que en fait, l'IA, elle est pas intelligente. Il n'y a pas de I dans le A, il y a surtout du A. Et qu'en fait, l'intelligence, elle est dans ce qu'on met dedans et dans ce qu'on perçoit à la sortie. C'est-à-dire que c'est effectivement les données qu'on prépare, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Tu parlais effectivement de garbage in, garbage out, mais même au-delà de ça, si tu prends un chat GPT, l'intelligence, elle n'est pas dans le chat GPT, elle est dans notre compréhension à nous de la réponse de chat GPT en disant, là, il y a l'intelligence. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et au final, c'est le cas aussi de ce que vous faites, c'est que tu tries ou tu tries pas, et puis en fait, tu as un humain qui est capable de dire là, tu n'as pas trié parce qu'en fait,
effectivement, il y a la fenêtre qui était ouverte et du coup, il y a un courant d'air. Et, enfin, je sais pas quoi. Non, mais t'as raison. Et c'est vrai que nous, du coup, on se refuse souvent à utiliser cette expression d'intelligence artificielle dans tout ce qu'on fait. Je crois pas l'avoir employée depuis le début de cet épisode. Faudra que je me réécoute. Mais effectivement, je pense que tout ça, c'est des frontières qui se repoussent. Et effectivement, à la fin, ce qui caractérise l'intelligence artificielle, c'est en fait l'interface avec l'humain, quoi. Et après, que la frontière bouge, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas. Mais c'est vrai que nous, si on peut la faire bouger sur le côté fastidieux de la tâche et conserver l'humain sur la partie prise de décision et interprétation de la sortie, la mission est gagnée, quoi. Ouais. Puis c'est effectivement ce qui est le plus intéressant à faire pour nous, quoi. Complètement. Top, merci beaucoup. Hugues. Ah si, j'avais encore une question, c'était sur ce niveau de niveau de précision qu'on a évoqué tout à l'heure. Ouais. Est-ce que du coup, il y a des applications possibles dans le monde, je sais pas, de l'aéronautique ou de la santé, où la techno n'est pas encore... que ce soit la vôtre ou de manière générale, prête pour ce genre de niveau d'exigence, si tant est qu'il soit plus important? Ouais, je pense que déjà, pour tu citais l'aéronautique, je pense qu'il y a quand même un côté encore assez artisanal parfois dans l'aéronautique, où effectivement le volume des pièces vient rentrer parfois en contradiction avec tu vois, les critères d'entrée. Et surtout, parfois, sur ces approches un peu critiques de l'aviation, tu as plus un système de dérogation qui va se mettre en place, tu vois, c'est-à-dire on a dit, il y a un humain qui a regardé, il a constaté une anomalie, et il décide de faire passer pour plein de raisons généralement techniques et logiques, et il y a un log de ça. Et ça, aujourd'hui, il y a quand même une forme de responsabilité qui est pour l'instant un peu propre à l'humaine, et je sais qu'il y a plein de gens qui se posent des questions sur responsabiliser les modèles de machine learning. Pour l'instant, ils n'ont pas encore créé quel cas. Donc c'est vrai que nous on reste un peu à distance de ça, aussi parce qu'on se dit on préfère faire nos armes sur d'autres secteurs que sur ceux-là qui sont moins propices. Et sur le médical, contrairement à ce qu'on pense, ça peut être une super industrie pour nous, notamment dans tout ce qui est packaging, l'enrobage des médicaments, toutes les notices un peu légales et obligatoires, c'est complètement des cas d'usage pour nous. Tu évoquais effectivement la notion de volume de production, parce qu'effectivement, si tu sors 100 pièces par jour, t'as pas besoin de passer par un système automatisé. En fait, il faut que tu aies un minimum faut que tu aies un débit, on va dire, suffisant, quoi. Je pense qu'effectivement, plus tu as de pièces, plus cette phase de mise en place, elle est courte. Mais à mon avis, dans le futur, ça va changer, parce qu'il y a aussi une grosse période en ce moment d'appréciation de ces outils, de leur fiabilité, de comment on les utilise. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, on va gagner de la confiance. En fait, on va s'autoriser derrière à les utiliser sur des volumes de pièces plus petits. On aura probablement amélioré aussi les approches d'ici là pour que ça soit pertinent. Et à mon avis, justement, s'il y a aussi peu de pièces, ça peut être difficile de maintenir la connaissance au niveau d'un humain. C'est-à-dire s'assurer qu'il se souvient du contrôle, qu'il relise ses specs régulièrement. Là où dans la machine, le dataset, il ne va pas bouger. Les prompts, éventuellement, si on en a mis, ils n'ont pas bougé. Donc, on est capable de les ressortir dans le futur et de réappliquer un contrôle. Donc, franchement, à voir, c'est pas dit. Ok. Écoute, top, merci beaucoup Hugues pour cette conversation. J'aurais 2 questions pour toi pour terminer. La première, c'est est-ce qu'il y a une ressource que tu souhaiterais partager, enfin un contenu tech ou non tech que tu aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs? Alors je sais pas si c'est un contenu, mais c'est une communauté, c'est celle par laquelle on s'est rencontrés. On a discuté pour la première fois dans le cadre de Tech Rocks, qui est une communauté de tech leaders qui a des valeurs auxquelles j'adhère beaucoup, notamment ce qu'ils appellent le no bullshit. Dans le milieu startup, tout est rose, tout est cool tout le temps. En fait, non. Et je trouve qu'il y a cette communauté hyper intéressante pour partager tout ça. Et je trouvais ça sympa de les citer, puisque c'est grâce à eux qu'on a discuté. Effectivement, Tech Rocks, où je suis effectivement régulièrement, qui est une communauté pour les tech leaders, comme on dit. Donc, c'est effectivement, si vous êtes intéressé, on vous mettra le lien, bien évidemment, en description pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et dernière question rituel du podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, avec des opinions très fortes, moi, je suis espace. Ok, très bien. Merci beaucoup, Hugues. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à tous aussi de partager ce podcast autour de vous continuellement. Hop, je ne sais pas bien les balles. Hop. Voilà, je vous remercie parce que c'est un vrai kiff de faire tout ça. Je crois que cet épisode devrait sortir juste avant l'été, où il y a une série spéciale d'épisodes qui va sortir cet été. Ou sinon, elle vient de sortir, ça dépend de la diffusion. Mais normalement, c'est juste avant. Donc cet été, je vais recevoir plusieurs artisans et plusieurs artistes
pour découvrir un peu leur métier, leur processus créatif et voir si le métier de dev est plus un métier d'artisan ou un métier d'artiste. Ce sont des points de vue qui s'opposent, mais qui sont évoqués plusieurs fois dans ce podcast. Et donc à la fin de l'été, on aura enfin la réponse et on terminera par un épisode spécial. Je vous en dirai plus tard. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.